cadre de vie, je crois, c'est ce que m'a dit d'ailleurs, ce que nous avait dit. Vous savez que tous les samedis matins, depuis le mois de décembre, nous faisons des réunions thématiques. Nous avons fait des réunions thématiques sur les différents points. Et c'est d'ailleurs de là que découle notre programme et de l'interaction avec vous. Pour ceux qui sont venus, je vous remercie beaucoup. Et donc, nous avons eu, lorsque nous avons parlé du cadre de vie, la chance d'avoir Monsieur Lesage, qui nous a fait un exposé extrêmement intéressant. Monsieur Lesage, qui est l'architecte qui habite le petit château qui est au plateau et qui est quelqu'un de mondialement connu puisque c'est l'ancien conseiller du Premier ministre chinois en matière d'aménagement et d'urbanisme. Et Monsieur Lesage nous a dit, Laurencie c'est plus dégradé en 6 ans que dans les 18 ans qui précédaient. Et c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes lourds. Alors le problème le plus lourd que tout le monde cite, c'est le problème de l'ex-collège Corot, dont d'ailleurs le maire actuel avait dit dans ses promesses électorales qu'il le maintiendrait, et dont on a fait un ensemble. Alors, sur ce sujet-là, il y a des tas de problèmes, puisque il a été vendu dans des conditions un peu suspectes, puisqu'on est passé par un intermédiaire financier. Je ne vois pas pourquoi la ville du Raincy, avec une filiale de la Caisse des dépôts, a besoin de passer par un intermédiaire financier. D'après les agents immobiliers du Raincy, ça s'est vendu pas cher du tout, puisque ça s'est vendu dans les 7 millions, alors que ça valait entre 10 et 13. Et surtout, on a fait un projet alors, qui est trop haut, qui est trop long, qui n'est pas assez en recul, qui n'est pas assez ouvert sur les côtés. On a fait un parc public au milieu. Bonjour, les problèmes pour les riverains et les problèmes de surveillance. Donc, à mon avis, c'est un projet qui est faux de A à Z. Et ce que vous avez remarqué, Monsieur Lesage, c'est que ça rompt complètement la perspective qui allait du rond-point de Montfermeil jusqu'aux 2 pavillons qui marquaient l'entrée du château du Raincy et qui ont donné leur nom à Pavillon-sous-Bois. Et cette perspective est cassée par cet ensemble qui fait plus Bobigny ou Drancy que le Raincy. Et donc, c'est ce qu'on veut absolument éviter dans l'avenir. Alors, pour ça, on a un PLU qui a été voté d'ailleurs par le maire actuel et préparé par Roger Baudin, qui a été modifié il y a peu de temps, d'ailleurs avec peu de publicité, mais un PLU qui va plutôt dans le bon sens après le poste qui avait été fait sous le mandat précédent. C'est-à-dire que, alors ça aussi tu l'as présenté, le Raincy est une ville équilibrée. Vous savez que le Raincy est une ville à la fois jeune et vieille, puisque c'est une ville qui s'est créée au début du capitalisme triomphant, lorsque Louis-Philippe, roi des Français, a été renversé par Louis-Napoléon Bonaparte, qui est devenu président de la République avant de devenir empereur. Et il leur a fait une petite mesquinerie puisqu'il a exproprié les biens de la famille d'Orléans, dont le château du Raincy, qui a été rasé à l'époque et qui a été loti en grandes parcelles et en pavillon Napoléon III. C'est pour ça que le Raincy est à la fois une ville très récente, puisqu'il date de 1869, et une ville très ancienne, puisqu'il était quasiment complètement construit en 1914, puisque le chemin de fer arrivait et qu'il y avait tous ces beaux pavillons Napoléon III. D'ailleurs, à l'époque, les beaux pavillons étaient en haut, mais ils ont été détruits souvent, et maintenant c'est des résidences, donc ceux qui restent, c'est plutôt en bas. Et donc, le Raincy a été construit intelligemment, on l'a vu tout à l'heure. On a gardé les allées du château, on a coupé de 2 allées principales, de 2 axes principaux qui sont les avenues, l'avenue de la Résistance, l'avenue Thiers. On a ceinturé le Raincy de boulevards qui rejoignent les différents quartiers et qui portent les noms des 4 points cardinaux. Et tout le reste, ce sont des allées, c'est-à-dire des voies un peu secondaires. Et le Raincy était équilibré aussi en 3 quartiers. Le quartier de la Gare, qui est le plus commerçant, le quartier de la place Thiers et le quartier du plateau, qui sont 3 ensembles qu'il faut aussi préserver. Donc, le PLU permet de maintenir ces caractéristiques, mais il faut absolument s'y tenir et avoir le courage de s'y tenir. Et puisque les pouvoirs publics imposent une densification, pour des motifs d'ailleurs un petit peu idéologiques, puisqu'ils veulent du transport en commun, mais ils ne veulent pas investir dans le transport en commun. J'observe d'ailleurs que la seule ligne qu'on a supprimée, c'est le prolongement de la ligne 11, c'est en Seine-Saint-Denis, de toutes celles qui sont prévues pour le Grand Paris. Et donc, on nous impose effectivement de densifier un petit peu. Mais il ne faut densifier que prioritairement sur l'avenue de la Résistance et secondairement sur l'avenue Thiers. Et il faut absolument conserver le caractère pavillonnaire du Raincy. Alors, c'est un peu compliqué parce que toutes les nouvelles lois et les règles d'urbanisme pour densifier en Île-de-France, qui est d'ailleurs une hérésie, puisque lorsqu'on a
mis en place les nouveaux départements 92, 93, etc. Et les villes nouvelles dans les années 60. Mais à l'époque, il y avait une ambition et une stratégie. On avait prévu donc une ceinture verte autour de Rassi et des villes nouvelles un peu plus loin. Tout ça a été balayé, et ça part un peu dans tous les sens. Autour de Paris, pardon. Là, maintenant, on a une volonté très forte des pouvoirs publics de densifier. On voit ce qui se passe à Villemomble, on voit malheureusement ce qui se passe au Rassi, on voit ce qui se passe à Rosny, etc. Alors, moi, j'ai fait toute ma carrière dans le secteur public et mon premier patron, qui était un polytechnicien brillant, me disait la fonction publique, c'est du beurre. Si on veut vraiment s'investir et faire des choses, on fait ce qu'on veut, pour une raison simple, c'est que la vertu la mieux partagée dans la fonction publique, c'est la lâcheté. Si on fait rien et qu'on ne prend pas de responsabilité, on fera une belle carrière. Si on veut s'engager, prendre des risques, on peut avoir des soucis. Et comme personne ne veut prendre de risques, si toi tu en prends, tu feras ce que tu voudras. Et effectivement, il avait raison. Et je pense que ce qu'il faut vis-à-vis des pouvoirs publics, on l'a encore vu hier à Bobigny, c'est pas céder au délire bureaucratique et aux exigences hors sol. Et il faut se battre. Alors on l'a fait d'ailleurs au niveau des carrières de l'Ouest, avec succès. Enfin, succès relatif, il faut rester vigilant. Vous savez qu'aux carrières de l'Ouest, il était question de construire 2000 logements, 5000 personnes dans un endroit où il n'y a que des voies secondaires. C'est le chemin des Bourdons et hop, sur le boulevard du Midi, qui est déjà embouteillé toute la journée. C'est juste un scandale. C'est aussi ce que disait M. Lesage. Il faut, lorsqu'on fait des blocs de construction, il faut des voies primaires, des voies secondaires, des voies tertiaires. Là c'était complètement enclavé. Et qu'est-ce qu'on allait faire dans les carrières de l'Ouest? On allait faire Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, je rappelle que ça a été construit dans les années 60 pour les rapatriés d'Algérie. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des logements sociaux. Ce sont des logements, d'ailleurs, c'est un des problèmes dont on reparlera tout à l'heure sur la loi SRU. Ce sont des logements du domaine privé. Mais quelle était la problématique de Clichy-sous-Bois? C'était enclavé. Et ça s'est désenclavé 60 ans, 3 générations après, puisque le train-tram vient d'être inauguré. Clichy a été construit dans les années 60 et le train-tram fin 2019. Donc il faut absolument s'opposer à ces délires bureaucratiques qui, pour faire une belle carrière de gens qui restent 2 ans chez nous, démolissent complètement notre environnement. Et on l'a prouvé aux carrières de l'Ouest, on le prouvera au Rassi, on peut s'opposer. Et ce que je reproche le plus au maire actuel, c'est qu'il a tout cédé, on en reparlera un peu plus tard sur la loi SRI, au pouvoir public, et il a tout perdu. Il a perdu le droit de désignation, le droit de préemption, et on a augmenté la pénalité. Ça prouve que ce n'est pas la bonne solution. Donc sur le Rassi, il faut absolument essayer de maintenir la densification uniquement sur les axes et le caractère pavillonnaire. Et pavillonnaire avec de grandes parcelles, parce que quand on survole le Rassi en avion, on voit tout de suite une tache verte, parce que ce sont des beaucoup plus grandes parcelles que dans les petites communes autour, et il faut absolument conserver ce caractère du Rassi. Si le PLU ne le permet pas trop avec les nouvelles lois, puisqu'on perd un peu l'histoire des parcelles, c'est de plus en plus difficile d'empêcher de densifier, on fera une AVAP. La VAP, c'était les anciennes ZPPUP. Alors, c'est un peu plus contraignant pour les habitants. On va voir si on arrive, enfin, si je suis élu, si on arrive à conserver, à empêcher qu'on construise trop dans le pavillonnaire, on restera comme ça. Si on veut trop y construire, on fera une AVAP. Alors, c'est une ère de valorisation architecturale. Voilà. C'est-à-dire qu'on donne des contraintes en plus du PLU qui font qu'on peut moins construire que ce qui est autorisé par les lois d'urbanisme. Le deuxième problème qui se pose ainsi, c'est pas seulement la densification, les transitions, parce que entre les zones denses et les zones pavillonnaires, aussi, il faut aussi des zones de transition, ce que prévoit assez bien le PLU d'ailleurs, hein. Il suffit de le respecter. C'est-à-dire que, et là on le voit à Corot, là non plus c'est pas respecté, on a un énorme pavé et puis derrière c'est les pavillons. Donc c'est juste ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et en plus, on ne pourra rien faire contre. Maintenant c'est construit, on ne va pas le raser. Hein. Donc il en faut pas d'autres. Alors maintenant, on va parler 2 minutes de la loi SRU, parce que je pense que c'est aussi un domaine où le maire actuel a tout faux. Et ce n'est pas lui qui a tout faux, c'est nous, parce que la plupart de ces réalisations, elles ne sont pas encore sorties de terre, et on va les voir. Alors,
quel est le problème de la loi SRU? La loi SRU, on nous dit, vous n'avez pas 20% de logements sociaux, c'est pas beau, vous êtes des méchants privilégiés, etc. Première remarque, on a retiré les compétences d'urbanisme aux communes pour les confier à l'EPT, l'établissement public territorial, que vous a montré tout à l'heure Véronique. Alors, les maires de l'EPT se sont mis d'accord, chacun fait son plus et l'EPT vote le plus du maire. C'est une petite feinte de balayeur qui permet de laisser l'urbanisme au niveau des communes, ce qui est bien. Mais ça veut dire quand même que la loi SRU, si les compétences d'urbanisme sont au niveau de l'EPT, le comptage de la loi SRU devrait être au niveau de l'EPT. Alors comme l'EPT il comporte Clichy-sous-Bois, Neuilly-sur-Marne, Montfermeil, on est très en dessus de 30%. Ça, c'est la première remarque. Donc, c'est une hérésie administrative que de pouvoir faire 20% de logements dits sociaux conventionnés, on reviendra sur ce que c'est, au Raincy, alors que c'est le quartier résidentiel de l'EPT. Et que en matière de mixité sociale, si on supprime les quartiers résidentiels, il n'y aura plus du tout de mixité sociale. Tous les gens privilégiés habiteront à l'ouest et les gens en difficulté seront à l'est. Si c'est ça la mixité sociale qu'on veut, ça ne me paraît pas très astucieux. Donc, premier point, on devrait le compter à ce niveau-là. Mais même, puisqu'on ne veut pas et qu'on le compte au niveau des communes, il y a le fait que le Raincy est une commune assez équilibrée. Le Raincy est une commune qui a un tiers de gens CSPP+, de gens aisés, un tiers de classe moyenne et un tiers de gens en relative difficulté. C'est pas le Raincy qui est privilégié, c'est les communes autour qui sont défavorisées en fait en Seine-Saint-Denis. Et un tiers, c'est plus que 20%. Hein, enfin, comme me dirait M. Genessier, j'ai fait maths mais je crois que tout le monde peut comprendre quand même, que 33%, c'est plus que 20%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un logement social, en fait, quand on y réfléchit bien, c'est un logement qui est présenté à un prix pas cher aux gens qui n'ont pas beaucoup de ressources. Il y a deux manières de présenter un logement pas cher aux gens qui n'ont pas beaucoup de ressources. Il y a faire des logements sociaux, entre guillemets, conventionnés, avec des organismes de HLM qui vous sortent un loyer pas très élevé, mais en échange, ils doivent acheter le terrain à un prix fixé au niveau départemental. Et comme le Raincy est beaucoup plus cher, il y a ce qu'on appelle une surcharge foncière très élevé, que c'est la ville qui paye actuellement, on y reviendra, alors que Éric Raoult au moins le faisait payer aux promoteurs. Et tout ça par des organismes eux-mêmes estampillés pour avoir le droit de le nom de logement social conventionné. Par exemple, quand on a fait la Montiennette, on était en plein dans les caractéristiques de ce qu'est un logement social conventionné. Le problème, c'est qu'il n'a pas été, donc ça compte pas. Il y a un autre moyen d'avoir des logements sociaux. C'est des logements très dégradés qui n'ont aucune qualité sanitaire, qui sont rachetés à bas prix par des marchands de sommeil qui n'investissent pas et qui les louent pas cher à des gens en situation plus ou moins régulière. Et c'est ça le problème du Raincy. Il suffit de regarder les 50 immeubles sur l'avenue de la Résistance qui sont dégradés. On a des immeubles où il y a l'eau sur le palier, etc. Et où il y a des populations en grande difficulté. Et ça, c'est pas compté dans nos statistiques. Donc la problématique, en fait, c'est de passer des logements sociaux de fait à des logements sociaux conventionnés. Et comme on a 33% de logements sociaux de fait ou conventionnés, on devrait pouvoir en sortir 20% sans toucher à la sociologie de la ville du Raincy. C'est pour ça que moi, je me propose de proposer au pouvoir public un programme de réhabilitation de tous ces logements dégradés. Pendant ce temps-là, les gens qui sont, il faudra les reloger dans les communes alentours. Et une fois qu'on aura fait un beau logement, sur l'avenue de la Résistance, je répète, et un peu l'avenue Thiers, eh bien, on les confiera à des Rincéens dans le besoin. Mais pour ça, il faut retrouver le droit de préemption et le droit de désignation. Vous savez qu'on a perdu le droit de préemption, c'est-à-dire que le préfet, s'il voit, par exemple, tiens, devant l'Agora, il y a une petite surface, je peux préempter et construire un immeuble social là-dedans. C'est pour ça qu'on a une épée de Damoclès partout, la gendarmerie, l'ancien commissariat, etc. Donc il faut absolument retrouver le droit de préemption, mais il faut surtout retrouver le droit de désignation, parce que la ville a perdu le droit de désignation. Ça veut dire que c'est Bobigny qui décide qui on met dans les logements sociaux du Raincy. Alors moi, je pense que c'est une priorité absolue. C'est une priorité absolue. Moi, je suis plus tout jeune. D'ailleurs, si vous me faites l'honneur de m'élire, je prendrai ma retraite pour être un maire à temps plein.
Et je n'ai pas, à mon âge, une ambition démesurée de faire une carrière politique nationale. Donc j'ai l'intention de m'investir sur le Raincy. Et je suis prêt à louer une tente Quechua et la mettre sur la place du Palais Bourbon pour faire venir BFM TV. Et je suis sûr que le préfet, ça ne lui plaira pas. Donc je pense qu'on pourra trouver une solution. Depuis 2014, je dis que ce problème est facile à régler et qu'on s'y prend mal. Parce que comment s'y prend-on? Chaque fois qu'on fait un logement là, au 4 bis Télégraphe, allez, 100% social, on rachète le boulevard de l'Ouest, l'immeuble de Pierre de 33 boulevard de l'Ouest, un immeuble de pierre de taille, 100% social, en pleine zone pavillonnaire. Et ça, comme c'est la ville qui le rachète, enfin, pour le revendre à un opérateur social d'ailleurs qui est toujours le même et qui a l'air un peu planté, puisqu'il y a quelques grues qui rouillent sur l'avenue Thiers, eh bien, c'est la ville qui paye la surcharge foncière. C'est-à-dire que c'est la ville qui paye la différence entre le prix que l'organisme social rachète le terrain et le prix réel du terrain. Alors que quand on faisait 30% de logements sociaux dans les logements dans les logements neufs, et non pas 100%, ben c'était le promoteur qui devait faire son affaire de cette surcharge foncière. Et moi, la surcharge foncière, c'est-à-dire la pénalité qu'on nous impose, je souhaite l'utiliser pour racheter ces immeubles dégradés, les transformer, et après les revendre à des opérateurs sociaux et continuer. Je pense que c'est quelque chose de stratégique pour le Raincy. Parce que si on nous fait 20% de logements sociaux en plus, alors qu'on est à 6 ou 7, ça veut dire qu'on ne sera pas à 33%, on sera à 50%. Hein, enfin, 33 plus 10. Et ce ne sera plus le Raincy. Et quand on regarde une carte de l'Île-de-France, que j'avais vue d'ailleurs dans l'Observateur, qui n'est pas une revue d'extrême droite, tout l'ouest parisien et la banlieue ouest, ça allait de rouge vif à bleu foncé, entre les gens très aisés et les gens en grande difficulté. Et rouge, l'est est bleu, et il y a une petite zone qui n'est pas rouge mais orange, c'est le Raincy, un peu de Villemomble, un peu de Gagny, un peu de Pavillon autour et un peu de Livry. Donc il faut absolument se battre là-dessus. Je pense que c'est stratégique dans le programme. Excusez-moi d'avoir parlé trop longtemps sur ce sujet, mais en plus c'est un problème qui, à mon sens, n'est pas très difficile à régler.